René Roger n'est pas à proprement parler un écrivain oublié. C'est un total inconnu. Si l'on nommait Maurice Nadeau, qui lui consacra un article en août 1945, et quelques rares critiques dont on ne connaît plus le nom aujourd'hui, personne ne reparla plus de l'auteur du Diapason de l'orage. Ce fait est d'autant plus étrange que dans certaines recensions, le nom de Roger et son roman sont accolés à un autre auteur, devenu mythique, et à un autre roman paru la même année. Cet auteur, c'est Julien Gracq, et ce roman, c'est Un beau ténébreux. Voilà ce qu'écrivait Maurice Nadeau à la parution du roman. Le Diapason de l'orage n'est pas une réussite. Il est mieux que cela. Une œuvre neuve, ample, profondément originale, révélatrice, qui permet d'attendre tout de son auteur. À côté d'Un beau ténébreux de Julien Gracq, fait de cristal et de feu, il montre d'une façon éclatante que le surréalisme a acquis droit de cité dans le roman. Dans Les Cahiers du Sud, l'écrivain bordelais Louis Hémier réunit aussi les deux auteurs. Dans un autre article, on compare ce Diapason de l'orage à Sur les falaises de marbre d'Ernest Junger. On sait que Julien Gracq lut le Diapason de l'orage. En effet, dans ses lettrines, l'auteur écrit, assez longtemps après, « Le plus singulier exemple de l'infortune de ces ouvrages que l'auteur attaque brutalement en cosmique majeur est celui d'un livre publié peu après la guerre, injustement négligé à l'époque, et dont j'ai oublié le titre. Il commençait par la description en 60 pages, ruisselante, éclaboussante, superbe, vraiment épique, d'une pluie diluvienne. Par chance, une note de bas de page indiquait le nom de l'auteur et le titre du roman. C'était la seconde fois que je lisais le nom de cet énigmatique auteur, dont on ne connaît ni portrait, ni date de naissance, et ni date de mort. On sait simplement qu'il eut autour de la trentaine lors de la parution du Diapason de l'orage. C'est dans un catalogue Gallimard, quelques mois plus tôt, que j'ai découvert cet auteur. Sous son nom ne figurait qu'un titre, Rigueur de la légende, publié en 1948, épais de 408 pages, ce qui est très rare pour un premier roman chez Gallimard. Étrange titre, étrange oxymore. Une légende n'est-elle pas constituée d'excès, d'hyperboles, d'allégories, en un mot d'une dimension épique que la rigueur combat depuis la nuit des temps? Quelle rigueur dans la main curieuse de Pandore? Rigueur et légende ne sont-elles pas expressément sœurs ennemies? Pourtant, que de rigueur dans le châtiment de Sisyphe. Que de rigueur dans l'aigle qui dévore chaque jour le foie de Prométhée, dans la main de Thésée qui dévide le fil d'Ariane. Malheureusement, aucun exemplaire n'était en vente. Pas le moindre début de légende. Manquant fâcheusement de rigueur, j'ai donc remisé cet auteur. Puis je suis tombé sur le paragraphe de Julien Gracq. Ainsi découvrais-je le Diapason de l'orage, ce livre que Gallimard ne mentionnait même pas dans son catalogue. Dès lors, qu'espérer d'un roman oublié par son propre éditeur? D'un roman qu'aucun colloque surréaliste ne cite? Pas plus que le dictionnaire du surréalisme, pas plus que le surréalisme et le roman de Jacqueline Chénieux. Ma première impression fut simple. Il me semblait que j'allais accoster, par-delà la brume, quelque part entre l'île des morts d'Arnold Böcklin et l'orage d'Yves Tanguy. Oublieuse postérité. Épisode 29. La seconde peau du rêve. Plus intéressante à observer était encore la plage où les poissons continuaient de s'en donner à cœur joie. De sa puissante queue musclée, une baleine renversait des hôtels, enfonçait les façades de superbes palaces. Bien en ligne, les poissons se lançaient sur des pâtés d'immeubles dont on ne voyait plus que les toits qui s'effondraient et s'éboulaient dans les flots. Une purée de tuiles et d'ardoises, une marmelade de briques et de moellons, une bouillie de cheminées et de poutrelles, de commodes Louis XV et de sommiers métalliques surnageaient, épais et noirs, gonflés comme des ventres de noyés, rances et grumeleux comme des vomissements. Bien que ce spectacle soulevât le cœur et provoquât une insupportable nausée, il n'était pas possible d'en écarter son regard. On devinait, sinistrement aligné sous cette marée, aligné gravement sur le sable,
Rangés en file régulière, les corps difformes des baigneurs et des baigneuses qui par milliers venaient chaque jour prendre ici leur bain de soleil, se faire cuire l'épiderme insuffisamment protégé par des pommades parfumées, se tasser flanc contre flanc, comme des momies dans un caveau de famille. On devinait des familles nombreuses assises en rond dans le sable, autour d'un poulet froid et d'un pâté de campagne. On devinait surtout, dans les salles inondées du casino, des hommes ventrus vautrés autour des tables, de roulettes et de baccarat, surpris par les eaux au moment où ils allaient lancer sur le tapis leur dernière mise, et le croupier crasseux accroupi derrière ses gros jetons, son râteau lui ayant malencontreusement perforé le croupion. Et dans les plus belles et les plus chères chambres des palaces, les plus belles et les plus belles chères putains, les cuisses ouvertes, offraient un sexe transformé en une fontaine bourbeuse, où se nichaient de petits crustacés parasites. Existe-t-il de bons romans surréalistes ? Bien que provocatrice, cette question s'offre presque à un cheminement théologique. En 1919, au sortir de la guerre, avec les champs magnétiques de Philippe Soupeau et André Breton, c'est un autre monde qui nous heurte, à la fois déliquescent et en constante reconstruction, détruit par les errements méthodiques, les égarements mentaux, mais rétabli par la puissance de l'image inédite et la foi inébranlable du poète en son art. Avec les surréalistes, la poésie deviendra bien plus une affaire de foi que de méthode, et renouera ainsi de manière parallèle avec la poésie initiale du verset. De cette mystique, Michel Carouge écrit « Le surréalisme repousse en fin de compte la foi aux fantômes surnaturels, mais il ne laisse pas d'être hanté par leur spectre, et il tend à les faire réapparaître sous le projecteur de la subjectivité. Pour les surréalistes, une telle évocation n'est pas un jeu littéraire, mais l'équivalent de ce que sont pour les croyants les rites qui leur permettent d'entrer en communication avec le monde sacré. Va pour la poésie, va pour la peinture, va pour ce qui donne à sentir en un éclair. Mais peut-on bâtir un roman sur la foi ? Une foi qui plus est subjective, sans se soucier d'ordonnancement, de réalisme, d'une éventuelle recherche de la vérité ou de simulacre de la réalité. Peut-on bâtir un roman en acceptant de mutiler le calque du réel pour imposer à l'œuvre et au lecteur sa vision estropiée de la conscience humaine ? Cela semble possible après 1918, après la Grande Guerre et la boucherie, la foi en la technique, le futurisme naissant, Marinetti montant en haut de l'horloge de la place Saint-Marc pour y jeter des tracts en hurlant dans un haut-parleur sur une foule qui ne comprend pas encore. Il y a bien là quelque chose qui ressemble à de la foi révoltée, bientôt enragée comme une bête blessée. Mais il faut attendre pour le roman. Le manifeste du surréalisme interdit le genre romanesque réaliste. N'oublions pas que le groupe d'André Breton assassine une deuxième fois Anatole France, en octobre 1924, au lendemain de sa mort, dans le tract « Un cadavre ». Si Breton condamne fermement le roman dès les premiers paragraphes du premier manifeste du surréalisme, évoquant, je cite, le néant des images de catalogue, dans lequel pioche le romancier, le genre inférieur qu'il représente, son ambition est bien plus globale et brutale. Il veut détruire le réalisme et le naturalisme, enterrer tous les grands noms qui font l'histoire littéraire du XIXe siècle et tirer de l'oubli les écrivains de l'ombre, des lisières, ces lycanthropes au regard de glace que sont par exemple Lewis avec Le Moine, Anne Radcliffe qui sera d'ailleurs le nom d'un personnage de René Roger, Pétrus Borel, Villiers de l'Isle-Adam, Sade, Lautréamont. Cette sélection est représentative des affinités surréalistes au sein du genre romanesque. C'est bien sûr l'inspiration gothique, le malaise fantastique, je cite, la mystification lugubre. Bref, tout ce qui d'une manière ou d'une autre se rapproche du roman noir. À cet égard, comme l'explique Jacqueline Chénieux dans Le surréalisme et le roman, il n'y a chez Breton aucune différence entre le fantastique, le merveilleux, l'onirique. Ce dernier précise, ce qu'il y a d'admirable dans le fantastique, c'est qu'il n'y a plus de fantastique. Il n'y a que du réel. Toutefois, cette position d'emblée fracassante, ça s'agira.
Si Lewis fut accueilli favorablement, notamment parce que le personnage de Mathilde est, je cite, une tentation continue, Breton reconnaîtra dans Nadja que Flaubert peut être réhabilité après avoir été guillotiné, car il n'a cherché, dans Salammbô, qu'à, je cite à nouveau, donner l'impression de la couleur jaune. Cette étrange macération conceptuelle qui résume plusieurs centaines de pages à une tentative métaphorique lapidaire, c'est ce que Breton nomme le mode figuré en littérature. C'est l'intention dissimulée derrière un paravent plus ou moins grossier. C'est la véritable quête derrière le banal usage des mots du catalogue évoqué plus tôt. En somme, c'est la véritable signification de l'œuvre, ou en tout cas, celle que lui prête le surréaliste, c'est-à-dire celui qui croit pouvoir voir au-delà de la raison et des intentions immédiates. Ce n'est donc pas le poète qui se fait voyant, pour reprendre Rimbaud, mais le lecteur qui se fait voyant, ou, si nous voulions être un peu plus méfiants, le théoricien qui se fait voyant. Viennent alors les romans de René Crével, les contes de Benjamin Péret, ceux de Robert Desnos, toutes ces productions vaines de la première génération des surréalistes qui ne sont qu'excès de figuré et de liberté. 20 ans passent. Les excès adolescents du mouvement de Breton ont été rejetés. Les auteurs ont digéré et recomposé la méthode. C'est ainsi que Le diapason de l'orage est une superbe tentative surréaliste. Dans ce roman, l'auteur s'approprie la traditionnelle charte réaliste et la transcende. Des lieux, des personnages, une continuité. Voilà déjà des avantages non négligeables si on le compare à des romans comme Aurora de Michel Leiris, Babylone de René Crével, ou même Charbon de mer de Jacques Baron, qui sont à peine plus qu'un amas d'images et d'épisodes sortis du catalogue surréaliste. Dans Le diapason de l'orage, on identifie clairement les personnages. Le narrateur qui s'est retiré depuis 3 ans au cœur d'une forêt dans la maison de son père et qui observe la nature du haut de la tour de la dite maison. Son cheval à la robe Isabelle. L'hôte, ce personnage mourant qui arrive chez le narrateur, rejeté par la tempête, à 2 doigts d'être aspiré par la terre inondée. Minéline, une scientifique spécialisée dans l'étude des espèces marines, nageant dans les abîmes, et Murcie, sa sœur, dont l'hôte est amoureux, qui vit en plein cœur du dangereux marais. Pour lieu, se succède l'immense forêt que l'orage titanesque va submerger. L'observatoire sur la falaise, observatoire de Minéline, dans lequel se réfugie le groupe du narrateur, et le marais inondé dans lequel Murcie vit, après être allée au couvent dans lequel elle s'est retirée plus jeune afin de se sauver de la tentation. Et au-dessus de ce théâtre, un orage titanesque, un déluge qui s'apprête à submerger le monde, ne laissant pas même la certitude qu'une arche lui résistera. Le gothique est tout proche, la foi aussi. C'est a priori hors charte pour André Breton, qui répudiait si violemment cet usage du réel dans son premier manifeste. Cependant, comme chez Gracq, et plus précisément comme chez le Gracq d'Au Château d'Argol, qui est à mon sens son roman le plus proche de celui de René Roger, cette ambiance manifeste de conte noir, de romantisme allemand, de nature dangereuse, incline à la clémence. De plus, Roger refuse avec Gracq le constat existentialiste d'une vie maudite, d'un absurde consubstantiel à la condition humaine, la mort irrémédiable de Dieu. Eux cherchent la grande communion si chère à Pierre Gascard, entre l'homme et la nature, c'est-à-dire entre l'insignifiant et le légendaire. Roger, plus encore que Gracq, cherche la conjonction totale, la superposition entre échelles si dissemblables, et à cet égard, la figure de l'hôte que sauve le narrateur durant l'infernale tempête est frappante. Cet homme, égaré à bout de force, cherche autant à donner son corps à la nature en se laissant absorber par les flots et l'humus, qu'à absorber lui-même la nature en devenant d'abord un être gorgé de pluie, puis un être capable de se jeter dans l'âtre d'une cheminée
pour se sécher dans les flammes. Il en est en quelque sorte de même avec Herminien, Albert et Hyde, qui eux aussi semblent peu à peu grignotés par l'esprit retors du château d'Argol et des immédiats environs. Grac et Roger empruntent chacun leur voie. Grac crée du mystère à partir d'une zone relativement réduite, cherchant la vérité surréaliste dans la trappe, dans le passage secret. Roger déploie plus largement son art, il se réclame de la totalité, du cosmique, de chaque ligne de la légende. Il jette ses personnages dans l'ère totalitaire du conte, sans s'inféoder aux forces humaines qui meuvent les personnages, dont bien sûr la principale, l'amour. Il faut d'abord retrouver Minelline. Il faut ensuite retrouver Murcie. Ainsi est faite la nature bornée des hommes, mais cette nature se cabre, c'est l'orage qui ne se termine pas. C'est peut-être un combat sans vainqueur et sans victime. Pour le dire très simplement, le diapason de l'orage est un combat entre l'homme de science et l'homme de la nature. L'hôte sauvé des eaux est cet homme qui a donné son corps à la nature, et Minelline, qui étudie les espèces marines, est celle qui a vendu son âme à la science. Pris entre les deux, entre l'amitié et l'amour, déambule le narrateur qui a cru se sauver des hommes, du monde, et sans doute de lui-même, en devenant ermite au sein de la forêt. Vous ne voyez donc pas que nous sommes deux ennemis ? Que lui et moi nous nous trouvons aux antipodes de cette entité uniquement anatomique qu'est l'homme ? Qu'entre lui et moi doit se livrer une lutte à mort, décisive pour le destin de l'homme ? C'est Minelline qui dit cela au narrateur en évoquant l'hôte sauvé. Pour illustrer cette dichotomie, René Roger va plus loin encore que ce qu'on pressent à première vue. C'est-à-dire, d'un point de vue strictement technique, la métaphore anthropomorphique. Dans le diapason de l'orage, bien entendu, nulle marquise sortit à 5 heures que Paul Valéry se serait toujours refusé à écrire. C'est-à-dire une phrase dont l'unique but est l'information pure et simple. René Roger est aux antipodes de l'écriture blanche. Tout ou presque est affaire de grandiose, de fureur. Une simple lecture de surface pourrait suffire à ravir le lecteur. Un style flamboyant dans les 70 premières pages, épique, innovant, intrigant, des personnages qui cherchent à devenir plus ou moins que ceux qu'ils représentent d'emblée, des lieux chargés de références, et une imagination qui pourrait faire croire que ce roman n'a pas été écrit, mais peint. C'est en effet l'une des sensations qui frappe quand on parcourt ce roman. Il est extrêmement visuel, d'une sorte d'impressionnisme surréaliste, tout autant agréable à lire qu'à imaginer. La description initiale de la tempête, qui court sur des dizaines de pages, ne connaît d'égale puissance que celle d'un Victor Hugo ou d'un auteur qui se serait perdu dans la grande tache rouge de Jupiter. La multitude de métaphores qui émaillent le texte est évidemment une modalité de la conjonction entre l'homme et la nature. Techniquement, René Roger ne se prive pas d'anthropomorphisme, comme nous le disions, donnant à la nature un squelette humain, des organes et des muscles humains, donnant aussi aux hommes des caractéristiques naturelles, ce que l'on constate dès l'incipit d'une rare puissance. Pour autant, il ne se livre pas à l'abus, c'est-à-dire qu'il ne flirte pas avec le non-sens, avec l'image qui ne veut rien dire et ne sert qu'à claquer dans le ciel, basculant dans le grotesque. Ce qui fut une donnée primordiale des romans surréalistes jusqu'au château d'Argol ou, dans une moindre mesure, dans Angie de Robert Poulet quelques années plus tôt. À ce stade, René Roger a déjà fait de la nature une seconde peau pour l'homme et de l'homme le poumon végétal, a déjà basculé dans une sorte de songe onirique, d'un onirisme bestial et dangereux, a créé la confusion entre visible et invisible. Mais là où il a peut-être un coup de génie, c'est qu'il ne se limite pas à cette famille de métaphores. En effet, l'auteur va user très régulièrement de termes scientifiques et médicaux, parfois très précis, et créer des néologismes chirurgicaux. C'est ainsi qu'il bâtit une incertitude de plus, car bien sûr,
La voix de l'écrivain se cache, mais elle surgit tout de même dans certains paragraphes. On sent bien que l'auteur milite pour que l'homme brise en partie sa raison. Ce livre Manu Militari, ce livre comme un patient que l'on va opérer en anesthésie générale à l'inconscient et surtout à l'imaginaire. Ce nouveau langage permet d'insuffler une dimension soudain froide, rigide, presque macabre dans la prose. L'orage se déchaîne, les flots montent et vont bientôt recouvrir la terre. Pourtant, la partie reptilienne de l'homme de raison ne se noie pas tout à fait. Et si l'homme moderne savait respirer sous les flots? Voilà l'angoisse qui monte parfois comme une évaporation de la conscience inquiète de l'auteur, qui assimile volontiers l'homme de science à un mort et l'homme de la nature au seul vivant possible. C'est ainsi que l'auteur englobe entièrement la destinée ballottée, divisée de ses personnages pour en faire un mythe, sans jamais céder aux sirènes aberrantes du premier surréalisme. Quelques mois après cette lecture, j'ai fini par mettre la main sur le deuxième roman de René Roger, Rigueur de la légende, rigueur étant au pluriel. C'est peut-être le seul exemplaire dont on connaît avec certitude le lieu de repos. Et peut-être, après tout, n'est-ce pas un mal, car ce roman, il faut bien le concéder, est raté. L'auteur a-t-il voulu s'enfoncer plus profondément encore dans le monde du rêve, comme l'écrit Nerval dans Aurélia, en faire une deuxième vie? A-t-il voulu expliquer sa démarche, livrer après Swedenborg ses mémorabilia, appuyer fortement sur divers points afin que le lecteur le voie, le ressente, le comprenne et l'accepte? Difficile à dire. Il est en tout cas surprenant de passer d'un premier roman si noble dans ses intentions, si riche et si modeste à la fois, à un second roman boursouflé et très peu inspiré. L'histoire aurait pourtant pu valoir le coup. Dans un pays qui semble imaginaire, une femme attend le retour de son prince charmant. Dans un pays qui semble plus rigoureux, un médecin est sur le point de tout abandonner afin d'atteindre cette espèce de zone imaginaire du rêve, du bonheur et de l'amour. Ce médecin est bien sûr le prince dont la légende prédit le retour. Réécrire un conte de fées, et pourquoi pas, surtout de la main de René Roger avec cette surpuissance stylistique. Mais rien ne marche. À vrai dire, ces rigueurs de la légende font la part belle à une autre région du surréalisme, celle d'un inconscient plus mathématique, dans lequel la force onirique a totalement disparu au profit d'une volonté plus didactique, mais très laborieuse, dans lequel fait paradoxal et somme toute étrange pour un roman qui demeure totalement surréaliste, nous sommes intégralement dans les contrées de l'esprit, mais pas une seconde dans celle de l'imagination. L'auteur semble s'être donné pour gageur de prouver que réalité et sonde peuvent parfaitement se superposer, et partant de cette espèce de théorème romanesque, semble avoir voulu ensuite démontrer à d'éventuels confrères médecins, car ça ne m'étonnerait pas que René Roger ait été médecin, que l'esprit humain était doté de ressources encore inconnues qui, d'une manière ou d'une autre, pouvaient transformer le rêve en réalité, vieille ancienne surréaliste. Terre arable du songe, s'émerveillait Saint John Perse. Elle est là bien triste et bien vide. Sans doute trouve-t-on néanmoins le fameux mode figuré en littérature qu'évoquait Breton à propos de Salammbô. Mais l'intention prend le dessus sur la figuration. Le roman est désagréable à lire, long, le roman piétine, les personnages n'ont que peu de sève, les péripéties sont inexistantes ou presque. Même le style si flamboyant a disparu au profit de métaphores poussives. Les deux romans sont ainsi très proches, et pourtant aux antipodes l'un de l'autre, illustrant de deux manières contraires la phrase capitale de Rimbaud dans l'Alchimie du Verbe « Je finis par trouver sacré le désordre de mon esprit ». Dans Le diapason de l'orage,
le désordre sacré mène vers la création originale, tandis que dans Rigueur de la légende, la création cherche à prouver le caractère sacré du désordre et de l'esprit. Cependant, si Rigueur de la légende est fondamentalement ratée, sa lecture n'est pas tout à fait inutile. En effet, après 200 pages laborieuses, s'ouvre soudain un chapitre très bref, de 5 pages à peine, chapitre intitulé « Parenthèse du 26 octobre 1944 ». Nous avançons soudain de 5 années dans la trame. C'est très exactement, semble-t-il, le jour qu'a choisi René Roger pour prendre la parole et briser le 4e mur. Soudain, il tente de s'expliquer sur ses intentions. L'auteur se livre à première vue à quelques observations sur l'art romanesque, et plus particulièrement sur la condition du personnage de fiction. Après avoir mentionné qu'on extirpait de notre imagination des êtres qui auraient tout donné pour demeurer dans le néant, Roger écrit « On a créé des êtres qui, à aucun moment, n'ont été et ne seront libres. Et naturellement, on pousse l'ignominie jusqu'à les faire discourir sur la liberté. » Étrange et intéressant paradoxe, il est vrai. Quelques lignes plus tard, un personnage coupe soudain la parole, ou plutôt les réflexions du romancier. C'est Kael Rill, poète que l'on a rencontré peu avant cette scène, qui se targue d'interrompre René Roger au moment où ce dernier s'y attendait le moins. Enclos en cette parenthèse, tu soliloquais niaisement. Si tu voulais offrir à tes lecteurs quelques franchement pages inutiles, franchement reposantes, que n'as-tu simplement glissé des feuilles blanches ? Avant de proclamer, 3 lignes plus loin, « Je suis libre ». En quoi va consister cette liberté ? Va-t-il s'opposer à la légende ? Va-t-il la modifier ? Va-t-il faire cavalier seul, influencer l'auteur ? C'est ce dernier point qui l'intéresse dans cette parenthèse finissante. Il affirme qu'aucun lecteur ne s'intéressera à cette légende campagnarde et que Roger devrait écrire, je cite, « des témoignages, des souvenirs, des mémoires », puisqu'il n'y a plus que cela qui est lu. Exhibitionnisme, lui rétorque le romancier. La parenthèse se referme pour un temps, et lorsqu'elle se rouvre, bien plus tard dans le roman, rien n'a vraiment changé. La conclusion même du livre, qui aurait pu être belle, évoquant comme dans Le diapason de l'orage, l'amour qui dure malgré le monde qui se défait, les 2 romans de Roger ayant été écrits pendant la guerre, n'émeut que peu. Bien plus émouvant est le dernier legs connu de René Roger. Il n'écrivit plus rien, semble-t-il, après ce second roman, mais participa tout de même à un numéro spécial de la NRF en octobre 1975 à propos des journaux intimes. Dans ces quelques pages, il évoque l'écriture, l'imaginaire, ce qu'il a tenté de faire dans ses romans. Il se malmène, jugeant, je cite, « les autres écrivains plus forts, malins comme des singes, déjouant l'esprit, tout frétillant dans la docte édification d'une langue étrange et profonde. » Il avoue sa honte de tout ce qu'il a écrit voilà 30 ans et plus. Il tente de cerner les personnes successives qu'il a été, ou plutôt que les événements lui ont imposé d'être, tous ces visages qu'il a adoptés selon les circonstances de la vie. L'on devine derrière ses propos une certaine désillusion, comme si l'exploration des territoires inconnus de l'imagination n'avait été qu'un moyen de se fuir, de refuser l'ordre établi, qu'un moyen de, je cite, « reculer sans cesse devant moi, par peur de toutes ces poussières de moi-même que je vais soulever. » Ces poussières n'auront toutefois pas été désintégrées par l'orage, et il est heureux de s'amuser à les déchiffrer aujourd'hui, alors qu'un peu de soleil pourrait rejaillir sur son œuvre.